Alors, je remercie tout d'abord les organisatrices de cette journée d'études, Laura Truxa et Nathalie Sebayashi, de m'avoir offert ici une place pour vous présenter aujourd'hui un aspect de la pratique et de l'utilisation de l'estampe chez Stéphane Egler. J'ai organisé cette présentation donc en 2 temps, qui sont chacun focalisés sur une technique en particulier et son support associé, donc à savoir d'abord le portfolio d'estampes originales, puis la lithographie dans le magazine. Et de manière générale, donc à travers cet exemple de la production de Stéphane Egler, je vais m'intéresser aux échanges et aux transferts qui s'opèrent via le médium de l'imprimé, donc entre les sphères traditionnellement distinguées de la culture dite savante et de sa contrepartie populaire. Alors, je commence par une brève présentation de l'artiste. Donc, Stéphane Egler est né en 1894 et mort en 1969 en Autriche, à Vienne. Il effectue sa formation artistique entre 2 institutions, donc l'Institut fédéral pour l'enseignement supérieur et laboratoire des arts graphiques à Vienne et l'Académie des beaux-arts à Vienne également. Donc, bien que ses talents artistiques soient multiples, comme le démontre sa production variée de peintres, de pastellistes ou encore de miniaturistes sur ivoire, c'est le médium de l'estampe qu'il privilégie largement. Et dans ce contexte, donc, il travaille d'une part en tant qu'illustrateur, dans le format du livre, avec une large focalisation sur le genre fantastique, macabre et grotesque, et il produit d'autre part des cycles d'estampes indépendants qu'il publie dans des portfolios de factures bibliophiliques. Cependant, Egler ne se limite pas à la gravure dite originale, et donc à l'édition de luxe, mais il produit notamment et également de très nombreux ex-libris ou des illustrations pour des billets de banque, par exemple, qui sont des formes donc, qui appartiennent à la catégorie de la Gebrauchsgrafik ou de la gravure en tant qu'art appliqué. De même, en 1925, Egler devient coéditeur, directeur artistique et illustrateur du magazine Cocaine, eine moderne Revue, et il quitte donc ici le champ bibliophile pour un autre, pour ainsi dire, un peu plus populaire. Je m'intéresse donc dans un premier temps au portfolio, plus particulièrement chez Egler, et je commence par décrire ce support. Donc à l'origine, le portfolio est un simple moyen de protection et de conservation des œuvres sur papier, comme son nom portefeuille l'indique, puis il est réapproprié par les artistes graveurs en tant que forme artistique à part entière. Donc, le portfolio gagne progressivement en popularité, notamment dans l'ère germanophone, donc à partir de la fin du 19e siècle, et ce jusqu'à son heure de gloire, dans les années 20, puis c'est une forme dont l'utilisation décline rapidement après cela. Donc, le portfolio devient le support dédié de la suite d'estampes originales, c'est-à-dire de l'estampe artistique et en série. Et s'il est avant tout un objet d'art, un objet de collection, le portfolio est également et simultanément un format éditorial singulier que l'on pourrait situer simplement entre le livre et l'album. Il reprend d'ailleurs souvent des caractéristiques formelles du livre, comme la préface, le sommaire ou encore la numérotation des estampes, comme celle des pages d'un livre. Donc, comme on peut le voir ici à l'écran avec cet exemple donc, du portfolio Amine de Stéphane Egler, avec à gauche sa page de titre et à droite le sommaire. Cependant, les estampes que contient le portfolio ne sont ni reliées entre elles, ni à la couverture, comme on peut le voir ici, avec ces exemples de 2 éditions du même cycle, intitulées Reigen, où les estampes ne sont maintenues ensemble donc, que grâce à des rabats, donc en haut des rabats carton couverts de tissu et en bas des rabats papier. Et cela donc permet une présentation séparée, indépendante des œuvres, notamment sur le modèle d'une exposition murale. Donc, en tant que support dédié de l'estampe dite originale, c'est-à-dire l'estampe de main d'artiste et limitée en nombre d'éditions, par opposition à celle de reproduction qui est diffusée en masse, le portfolio appartient à la catégorie artistique de la Freie Grafik, c'est-à-dire des arts libres ou des beaux-arts. Il se situe donc hors des champs de l'illustration au sens strict, dans le livre, avec des images en regard ou dans le texte, et à de rares exceptions près, hors également des champs de la Gebrauchsgrafik ou donc de l'art graphique, encore une fois, comme art appliqué. Le portfolio est donc un objet d'art
bibliophilique. Il est avant tout le produit d'une culture que l'on appellera savante, par comparaison avec sa contrepartie dite populaire. Il est destiné à un public d'amateurs, pour la plupart issus de la bourgeoisie éduquée, ce que représentent plutôt bien donc ces deux toiles sur lesquelles on peut observer deux jeunes filles qui s'adonnent à la lecture d'estampes conservées donc dans des portfolios. Il s'agit bien cependant d'une sorte de réappropriation ou d'emprunt par la culture savante de formes à l'origine populaire. Dans les portfolios d'Egler, plus particulièrement, ce rapport à la tradition de l'estampe sérielle et narrative d'origine populaire est fondamental. Il est rendu particulièrement évident dans le terme tsuklos, ou cycle, que choisit l'artiste pour décrire ses suites, donc publiées en portfolio. Il choisit le terme cycle, donc, plutôt que, par exemple, le terme suite, justement, ou série. Le terme fait appel, entre autres, à la tradition des cycles muraux, peints dans les églises et autres bâtiments publics, et qui étaient donc dédiés à l'instruction, à l'édification du peuple. Ces cycles peints ont ensuite progressivement été transférés dans le médium de l'estampe, et c'est ainsi qu'apparaît donc la forme de la suite. Parmi les motifs et les sujets traditionnels et populaires de cette forme de la suite en elle-même, on trouve notamment donc, les âges de la vie, les cycles saisonniers, les danses macabres, les contes et autres légendes. Et ce rapport au populaire chez Egler donc, se confirme également dans les sujets de ces cycles qu'il publie en portfolio. Par exemple, avec ce cycle que vous avez ici à l'écran, intitulé Nuit de Walpurgis, qui fait référence à une légende, donc légende issue de rites païens de fécondité, qui est progressivement assimilée à la légende du sabbat des sorcières, qui est particulièrement populaire dans les pays germanophones. On a ensuite ici un cycle intitulé Le musicien et le diable dans le château ensorcelé, et qui est donc inspiré pour sa part de la forme du conte, et ici plus particulièrement un épisode du conte de celui qui s'en alla pour connaître la peur des frères Grimm. Enfin, un autre exemple ici avec un cycle intitulé La peste, qui est donc cette fois une invention personnelle de l'artiste, mais on retrouve encore une fois donc un contexte temporel moyenâgeux, comme l'indique cette ville fortifiée dans la première estampe, de même que le thème de la peste, avec des motifs folkloriques comme celui de la sorcière, encore une fois, dans cette première estampe. Et de manière générale, le cycle dans son intégralité n'est pas sans rappeler également une danse macabre. Egler explicite par ailleurs cette relation de son œuvre au fruit d'une culture populaire lorsqu'il spécifie dans son carnet de notes qu'il a réalisé son cycle Faust, je cite, d'après l'ancien Volksbuch, sans référence au Faust de Goethe. Donc, vous avez ici à l'écran à gauche la couverture du dit Volksbuch de Faust, donc, qui a été publié pour la première fois en 1587, et à droite un extrait du carnet de notes d'Egler, donc on peut voir ici le cycle Faust mentionné, et là la référence au Volksbuch. Le Volksbuch lui-même est une forme de littérature populaire, comme le terme folk ou peuple, dans son nom l'indique, qui est apparu au XVIe siècle. C'est une sorte de petit pamphlet ou de livret partiellement illustré et qui contient généralement des histoires, contes et légendes issues de sources traditionnelles germanophones comme étrangères. Cette forme perdure ensuite, elle évolue au fil des siècles pour donner lieu plus tard notamment au Heftroman ou encore au Volksbuch en Allemagne, qui garde son nom également, qui est plus ou moins l'équivalent donc de la Pulp Fiction qui, elle, se développe aux États-Unis. On voit également qu'Egler crée la même année un autre cycle, lui intitulé Die Schildbürger, ou bourgeois de Schilda, donc que l'on voit mentionné ici en second dans sa liste. Donc c'est un cycle qui fait référence à une collection d'histoires ou de farces qui ont elles aussi paru dans un Volksbuch, dont vous avez ici la couverture à l'écran. Alors, il s'intitule ici Lallenbuch, c'était la première édition donc, de ce Volksbuch, mais la seconde, qui paraît donc un an plus tard, en 1598, était, elle, intitulée Die Schildbürger. Donc, à travers ce rapport au Volksbuch, qui appartient au domaine de la Unterhaltungsliteratur ou de la littérature de divertissement, Egler appuie le caractère, pour ainsi dire, intermédiaire du portfolio d'estampes narratives dans ses rapports aux catégories hiérarchiques des domaines artistiques et culturels.
Autrement dit, le portfolio est à la fois objet d'art et de collection et objet davantage utilitaire à travers sa fonction littéraire et de divertissement. Il est à la fois un produit de et pour une culture savante et un objet empreint de tradition et d'usage populaire. De même, en dehors de ce rapport direct au littéraire, et en dehors donc, de ces sources plus folkloriques dont j'ai parlé jusqu'à présent, les portfolios d'Egler font continuellement référence à la culture populaire sous des aspects même plus contemporains, comme par exemple dans ces nombreux cycles qui figurent des pantomimes avec des personnages de la commedia dell'arte. Donc, la pantomime qui était un type de spectacle courant et apprécié à l'époque, début du XXe siècle, que l'on trouvait par exemple dans les foires. On a donc encore ici un lien à la culture du divertissement, cette fois par le biais de la représentation, du spectaculaire, et qui ferait donc davantage appel au potentiel d'exposition ou de représentation du portfolio, plutôt qu'à son caractère littéraire. Dans ce contexte particulièrement approprié du portfolio à l'identité matérielle et fonctionnelle multiple, c'est bien sûr le statut intermédiaire du médium de l'estampe lui-même qui se révèle. L'imprimier contient et opère simultanément ces multiples identités, populaires et savantes, artistiques et bibliophiliques, de même que ses multiples fonctions associées. Fonctions littéraires, spectaculaires, d'objets d'art, d'objets de contemplation et de collection. Avec ces cycles d'estampes narratifs en portfolio, Egler semble ainsi jouer d'eux et commenter ce caractère intrinsèquement ambivalent de l'imprimé, mais surtout il en révèle et il en exploite le potentiel polyvalent. L'imprimé, dans la pratique d'Egler, ne se contente pas d'appartenir à ou de refléter tantôt l'une et l'autre des catégories culturelles et artistiques du populaire et du savant, mais il constitue une forme médiatrice qui permet de les faire occasionnellement se rejoindre, voire coopérer. Comme nous allons le voir à présent en nous intéressant au support magazine, la question du média et de la médiation est particulièrement prégnante, donc dans ce cas précis de l'exploration des potentiels polyvalents de l'imprimé chez Egler. En 1925, Egler devient coéditeur, directeur artistique et illustrateur du magazine Cocaine, une moderne revue, dont vous avez ici à l'écran les couvertures des 5 numéros. Elle n'est parue qu'en 5 numéros. La revue se caractérise donc par des tendances subversives avec un mélange visuel et littéraire des genres fantastiques, occultes et érotiques, et a, comme l'indique le programme dans le premier numéro, je cite, « pour vocation de vous divertir par les moyens les plus simples, les moins chers, mais non moins enrichissants ». On retrouve cette rhétorique du divertissement qui restait relativement implicite dans le portfolio, ici célébrée dans ce nouveau support. De fait, dans Cocaine, la dimension populaire et le divertissement de son audience associée sont revendiqués comme raison d'être de la revue. Egler choisit d'y republier 3 de ces cycles, précédemment parus dans des éditions bibliophiliques, donc en portfolio et dans le livre, et chacun de ces cycles figure des pantomimes avec des personnages de la commedia dell'arte. On a donc ici un premier cycle intitulé Amine, une histoire d'amour. Un second, un second intitulé La Sérénade. Donc ces 2 premiers cycles avaient paru dans le portfolio. Et un troisième cycle intitulé Le voile de Pierrette et qui était à l'origine un cycle d'illustrations paru dans le livre, donc, pour illustrer la pantomime du même nom, Le voile de Pierrette, d'Arthur Schnitzler. Ces cycles sont néanmoins, dans le magazine, à comprendre dans le sens d'une véritable contribution, au même titre que les nouvelles écrites qui y paraissent, plutôt que dans le sens de l'illustration à proprement parler. Egler s'assure d'ailleurs d'éviter toute confusion à ce sujet lorsqu'il fait mentionner dans le programme de Cocaine qu'il a, je cite, « inventé une forme artistique captivante et passionnante, la nouvelle gravée ». Pour illustrer ce propos, vous avez ici une comparaison entre la présentation de ces nouvelles gravées, comme il les appelle, à gauche donc, et à droite, l'illustration, la présentation donc, de l'illustration. Cela permet de bien distinguer donc, entre ces 2 formes, notamment via leur rapport ou leur indépendance vis-à-vis du texte. Tirant parti de cette seconde impression de ces cycles, du procédé offset, qui est donc une technique photolithographique,
Egler réinterprète sa production en y ajoutant occasionnellement de la couleur, comme c'est le cas ici, donc avec ce cycle La Sérénade. La façon particulière dont Egler utilise la couleur, c'est-à-dire de manière monochrome, semble correspondre ici à une adoption des codes couleurs développés par le cinéma muet contemporain. Donc, les photogrammes sur la bande de film, qui étaient à l'origine en noir et blanc, étaient occasionnellement teintés, et le jaune servait donc à indiquer des scènes diurnes, le rose par exemple des scènes domestiques ou des scènes de crépuscule, le bleu était utilisé pour représenter la nuit. Pour illustrer cette correspondance, je mets ici en miroir donc, le cycle d'Egler et des photogrammes de la bande de film teintée et restaurée du célèbre cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene. Je précise qu'Egler ne s'est pas nécessairement inspiré de ce film en particulier. J'en utilise ici les images simplement à titre d'exemple pour montrer à quel point l'utilisation de la couleur est similaire. Pour le resituer dans son contexte, il est tout de même à noter qu'entre 1918 et 1924, l'industrie du cinéma se développe très rapidement à Vienne, en Autriche, où vit et travaille Egler. Vienne donc, où l'on produit et où l'on tourne d'innombrables films, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être surnommé la Mecque du film. Les rapports d'Egler au cinéma sont au demeurant assez concrets et ne se résument pas à une simple question d'influence ou de connivence esthétique, puisqu'en 1922, il signait un contrat avec l'auteur fantastique Hans-Heinz Evers, qui lui réservait les droits exclusifs d'adaptation cinématographique de ses œuvres littéraires, et ce à condition donc qu'Egler prenne en charge la direction artistique. Du point de vue du contenu également, le choix que fait Egler de publier des cycles figurant des pantomimes ne semble pas fortuit, puisque comme le montre la critique contemporaine, les comparaisons ou les rapprochements donc, entre pantomime et cinéma étaient récurrents. Ils sont de fait tous deux des spectacles populaires muets. 6 ans avant la création de Cocaine, d'ailleurs, dans une critique d'une exposition personnelle d'Egler, en 1919, ces mêmes suites que l'on retrouve dans Cocaine, donc figurant des pantomimes, avaient déjà été qualifiées de kinoromantische Inventionen, que je traduis très approximativement par invention ciné-romantique. On peut d'ailleurs peut-être y voir une forme de préfiguration des ciné-romans, donc ces récits en images, généralement photographiques, tirés directement de films qui sont publiés dans le magazine avec une présentation en bande dessinée, une forme donc qui se développe dans les décennies qui suivent. Ainsi, tant par le biais formel de la couleur que par celui thématique, donc par le contenu, l'artiste effectue un rapprochement, presque une fusion des médias de l'imprimé et du cinéma. Egler s'investit ici résolument dans un usage et une pratique de l'imprimé relevant de la culture visuelle populaire, et il joue de la complicité médiatique entre magazine et cinéma, qui appartiennent tous deux au champ d'une culture associée et émergente, culture dite de masse. Pour autant, même dans le contexte du magazine, même dans le cadre de la reproduction mécanisée de l'imprimé et avec une assimilation à des médias populaires qui sont destinés à une audience de masse, l'imprimé conserve cette nature intermédiaire que l'on décrivait plus tôt. Puisque, comme je l'ai déjà indiqué plus haut, donc, Egler explique dans le programme de Cocaine que ces nouvelles gravées, comme il les appelle, correspondent, même ici, à une forme artistique. D'ailleurs, la présentation formelle des cycles dans le magazine montre parfois un véritable recyclage, justement, transfert, voire une transposition quasi exacte de la présentation portfolio, donc avec une image par page, page numérotée, des images signées, à la différence près donc que dans le portfolio, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais les légendes sont inscrites directement sous l'image, alors que dans le magazine, elles sont reléguées plus bas sur la page. Ce qui permet notamment de renforcer l'autonomie narrative de l'image. En choisissant donc, de conserver presque exactement la même forme et exactement le même contenu que dans le portfolio d'eau-forte original, Egler se livre à une remise en question des qualités et des valeurs associées aux techniques de l'imprimé, entre gravure sur métal et photolithographie, original et reproduction, procédés manuels et procédés mécaniques. La constance, l'invariabilité formelle de l'imprimé à travers divers supports ou médias permet à Egler de le présenter comme un médium intrinsèquement polyvalent, qui contient à lui seul plusieurs valeurs et fonctions.
L'imprimé est ainsi intermédiaire en tant qu'il se situe entre ou à la croisée des catégories savantes et populaires, et il sert en conséquence d'intermédiaire, de médiateur entre ces catégories et leurs médias associés. Depuis l'intermédiaire du portfolio vers la fusion médiatique du magazine, les cycles d'Egler semblent correspondre à la formation d'une pensée ou d'une réflexion créative intermédiale, c'est-à-dire qui pense le médium, ici l'imprimé, dans ses relations non seulement à son propre support médiatique, son média, portfolio ou magazine, mais également dans les relations de ce médium, l'imprimé, et son média, portfolio ou magazine, à d'autres médias encore, donc le livre, la pantomime, le cinéma, etc. Je m'arrêterai ici, je vous remercie.